Les cultures autochtones disponibles pour sauver l'humanité. Las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad. De Raquel Urroz Canán. Traduction du français, Guillaume Pasquale. Locution, Maïté Lissalt. Chapitre 5. Les peuples autochtones face à la conquête et le colonialisme européen. Les idées produites en Europe ont été appliquées à une réalité indo-américaine à partir de catégories culturelles différentes. Depuis la manière dont ces peuples ont été conçus et perçus par une civilisation étrangère jusqu'à la façon dont le nouvel ordre colonial s'est imposé. Les qualificatifs eurocentristes, leur système de valeurs et concepts, ont minimisé les réalisations et disqualifié les attributs et le potentiel culturel des peuples américains. Avec arrogance, ambition, spoliation et esclavage, l'histoire a pris un tournant, en commençant par modifier et imposer une idée de l'être humain et du monde, et en élaborant leur version de l'histoire universelle comme la seule valable et vraie. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de revendiquer les cultures ancestrales américaines pour faire référence à une réalité propre et des conditions historiques particulières. Outre la nécessité d'accorder la dignité fondamentale à ceux qui ont été dépossédés de leurs terres et de leurs idéologies par les invasions étrangères, il faut sauver et revaloriser les modes de subsistance, les systèmes d'organisation sociale et le modèle relationnel avec la nature mis en œuvre par les peuples autochtones. Ce sont ces modèles qui sont aujourd'hui disponibles pour proposer un système respectueux, aimant et harmonieux, un système alternatif de communauté humaine pour un avenir durable. La conquête espagnole et la colonisation ont détruit l'univers complexe des institutions préhispaniques qui cultivaient les savoirs et les sciences de leur univers. Toutefois, dans le monde rural et parmi les peuples autochtones, les visions du monde ancestral, fondées sur des liens étroits avec l'environnement, continuent de s'appliquer. Leurs pratiques agricoles et leur connaissance des sources d'eau et des champs constituent aujourd'hui un important patrimoine culturel qui mérite d'être valorisé, apprécié et étudié face au danger imminent d'une destruction écologique de grande ampleur au niveau mondial. Exemple de résistance et continuité culturelle. Bon nombre des composantes des pratiques et des cultes des sociétés autochtones du Mexique ont des racines historiques, mais au cours des derniers siècles, elles ont dû adapter et reformuler de manière créative toute la vie communautaire pour la reproduction sociale et culturelle adéquate à leur peuple. Bien que depuis 500 ans, la liturgie et le calendrier catholique se soient imposés dans des cadres institutionnels. Les guérisseurs, les gardiens des temples, les nawals, les spécialistes des rites, les majordomes et les gouverneurs des peuples originaires sont largement responsables du fait que leur groupe social ne souffre pas. Il en est ainsi par la capacité de leurs autorités à se connecter au monde sacré. Leur office et leur corporéité sont de nature divine. Ils sont les intermédiaires entre les différents plans cosmiques et contribuent donc au maintien et à l'ordre social et naturel qui assure le bien-être de la communauté. C'est par cette lignée de descendance, par le prestige généré socialement, et parce qu'ils ont recueilli les savoirs du peuple, qu'ils sont capables d'agir en faveur de l'équilibre de l'écosystème
par la performance et le rituel. Ainsi, la vie cérémonielle des peuples autochtones est organisée de telle sorte que leurs actions permettent de renouveler les cycles de la vie et de la reproduction. Certaines sociétés traditionnelles d'aujourd'hui se soucient encore de leur production agricole, et les paysans du Mexique sont encore régis par les rythmes de la nature, de sorte qu'ils savent lire et déchiffrer les astres et leurs mouvements, ainsi que calculer les régimes pluviaux et prendre soin des périodes climatiques. C'est donc le lien qui existe entre les peuples et les éléments de la nature qui constitue et fonde leur vision du monde. Celles-là même qui sont aujourd'hui inhibées et lésées par les mesures contemporaines qui sont prédatrices. Les continuités qui subsistent, tant dans leurs pratiques que dans leurs croyances, sont palpables dans la campagne, dans les modes de cohabitation entre les familles élargies des quartiers, dans leurs cycles de fêtes, dans leurs rites et offrandes dédicacées, et dans la technologie de la milpa. Certains principes fondamentaux perdurent. Ils ont comme concept central le cosmos en tant qu'unité, là où l'être humain se trouve, pas comme être vivant, dominant et contrôlant l'univers, mais comme une partie prenante du monde naturel. Tonantzin et Guadalupe. Dans le processus de syncrétisme culturel et biologique qui s'est déroulé au cours des 500 dernières années, un nouveau régime et une nouvelle forme de pensée se sont imposés. Toutefois, l'impact de la conquête et de la colonisation a été incomplet, ou mieux encore, n'a pas réussi à pénétrer ou à remplacer les fondements les plus profonds de la vision du monde autochtone. Au cours des siècles, il a été possible de conserver certaines façons de percevoir le monde et de l'interpréter à travers des filtres culturels profondément ancrés dans les savoirs ancestraux. Les remaniements ultérieurs ont incorporé des éléments étrangers à leur culture et ont ajouté les formes catholiques de culte, mais sans négliger le fond de leur dévotion, leur communication avec le monde sacré et le respect pour l'environnement. Il subsiste donc encore des us et coutumes sous forme de rituels, mais toujours liés à l'écosystème et à l'agriculture, qui ont besoin de la terre, de la pluie et des montagnes pour établir la correspondance nécessaire entre l'humanité et le monde sacré. Voyons le grand exemple du syncrétisme culturel et spirituel qui a atteint entre les peuples mexicains et qui est aujourd'hui le point d'union spirituelle pour tous les Mexicains. Le culte de la Vierge de Guadalupe, au Tonantzin, représente la plus grande cohésion sociale et identité morale du peuple mexicain. Et, en outre, l'un des phénomènes religieux les plus importants du monde. Son image, les Mariofanias, et la croyance en son apparition remontent à 1531, c'est-à-dire à l'ordre vice-royaliste imposé. Cependant, si nous nous référons aux preuves historiques, ethnographiques et archéologiques sur la déesse Tonantzin, notre belle-mère, au Coatlicue elle-même, nous constatons la maternité symbolique du monde Nawa. Nous nous rendons également compte que cette dévotion est une tradition ancestrale qui provient de la vénération de la terre-mère. Il s'agit en réalité d'un culte ancien de la fertilité, de l'origine de la vie et du monde souterrain qui nous accueille dans ses entrailles. La puissance de son culte, avec son message, s'est entrelacée avec l'image de Guadalupe, de sorte qu'il a été possible de maintenir vivante
la notion spirituelle de la mère intercesseuse, qui abrite, accueille et recouvre. Ainsi, plus que son historicité et sa tradition, c'est surtout la force de ses origines préhispaniques qui se projette encore dans l'action sociale et l'identité populaire par rapport à la terre-mère et à la montagne sacrée du Tepeyac. Les peuples autochtones, avec leur résistance créative et leur force d'adaptation, sont des exemples de l'appropriation saine et de l'intégration de l'hétérogénéité culturelle, de leur capacité à réinterpréter les croyances diverses et à en faire une religiosité populaire, dans laquelle le bien et le mal et la présence d'un seul juge, un Dieu tout-puissant, n'existent pas. Il s'agit plutôt de la pensée indigène qui est constamment remaniée et qui affirme sa place dans le monde en tant que partie intégrante d'un tout vivant et collectif, la planète Terre. Chapitre 6. Communauté et rituel. Base de la communion entre les êtres humains et la nature. Tout au long de l'époque coloniale et jusqu'à l'époque contemporaine, l'organisation des peuples autochtones a été fondée sur la cohésion sociale et en même temps sur la pluralité culturelle. Ce qui s'est passé sous l'ordre des vice-royautés, puis sous les régimes modernes, c'est la désintégration de leur structure, en tant que corps politique à part entière et autonome. C'est-à-dire que la conquête a fait disparaître les fondements historiques des peuples indiens en tant qu'organisation politique. Ils ont démantelé les rois, les prêtres et la caste des guerriers. Cependant, les chefs-lieux avec leur gouvernement indigène, ainsi que les peuples et les quartiers avec leurs maires, ont conservé leurs attributions. L'existence des rituels publics et l'ensemble des cérémonies annuelles démontrent la persistance du système de croyances et de leur cosmovision. Les responsables de l'exécution du rite libèrent la possibilité de réaliser des cérémonies propitiatoires à la prospérité, à la santé et aux bonnes récoltes pour la communauté. Ainsi, les chefs de village qui reçoivent le bâton de commandement comme symbole de prestige peuvent compter sur les spécialistes des rituels. Ils dirigent les cérémonies contribuant au bon déroulement des cycles naturels et agricoles, de sorte que le pouvoir politico-religieux et les fonctions cérémonielles se répartissent à la fois entre le souverain et le spécialiste du rituel comme une sorte de duo, car les deux agissent de manière solidaire. Lors des derniers siècles, à travers le processus d'intégration de nouvelles figures et formes d'organisation politique et religieuse, les gouvernements autochtones ont eu besoin de se transformer. Par exemple, certains postes gouvernementaux ont été créés pour organiser les cérémonies annuelles des saints catholiques. Chaque confrérie dirigeait le culte du saint patron pour lequel on compte encore aujourd'hui un ou plusieurs majordomes, mais aussi des députés chargés de tâches concrètes, comme gérer la nourriture, la fête et toutes les opérations commerciales. Cette structure communautaire au sein de l'organisation des peuples autochtones, consolidée à l'époque coloniale, a continué à être modifiée dans ses modèles de système de charge. Toutefois, la responsabilité tant du gouverneur et du chapitre, comme de tous les maires, les procureurs et les confréries, est liée à l'accomplissement du calendrier des fêtes annuelles, qui à son tour est régi par les savoirs, traditions, coutumes et connaissances de leurs ancêtres. En fait, la communauté autochtone repose sur une manière collective de promouvoir la survie
et la prospérité des membres du groupe par le rituel. Les autorités du peuple sont chargées de rendre la justice tout en s'acquittant des fonctions cérémonielles. La clé fondamentale, cependant, est qu'une fois que le bâton de commandement est remis et que la purification correspondante est effectuée, le nouveau commissaire est présenté officiellement aux puissances naturelles du territoire et du paysage environnant. Et de cette façon, les symboles de pouvoir sont purifiés, comme le sont le bâton et d'autres objets revêtus d'un caractère sacré. La cérémonie vise à assimiler le cycle du pouvoir du nouveau groupe dirigeant au cycle solaire quotidien et annuel, ainsi qu'à purifier, expulser et protéger la communauté des aspects négatifs qui pourraient y pénétrer. Il faut dire que la logique sociale dans le monde des sociétés autochtones, tout au long de leur histoire préhispanique et moderne, n'a jamais été associée à l'individualisme ou aux hiérarchies politiques, mais plutôt au prestige, au travail collectif et à la vie rituelle. En outre, comme la relation est si étroite entre le domaine religieux et le domaine social, le système de fonction doit être considéré comme la réunion de toute la représentation culturelle exprimée dans sa structure cérémonielle et de la manifestation de l'identité collective et de l'appartenance au groupe. Les sociétés autochtones sont ainsi devenues des communautés autonomes, égalitaires et démocratiques, mais aussi multiethniques et pluriculturelles. Le travail et la réciprocité. Le système d'organisation sociale et politique autochtone relie les fonctions civiles et les fonctions religieuses, de sorte que c'est par le consensus général que l'on reconnaît le prestige accumulé du dirigeant ou chef, qui est à la fois renforcé par l'unité communautaire. De la même manière, l'économie de tradition autochtone fonctionne encore à travers le système de postes et donne comme résultat la redistribution de la richesse, et non pas un excédent en possession de peu de mains. De même, la sphère économique du commerce fonctionne comme un processus qui se développe encore de manière communautaire. Donc, il ne cherche pas l'extraction d'un excédent, ni le profit économique, mais la réciprocité et le travail coopératif, au tekit, en faveur de la communauté. La main-d'œuvre et les liens qui se tissent à travers le travail permettent d'organiser la vie communale autour des fêtes annuelles. Dans le cycle cérémoniel sont inclus et organisés tous les êtres vivants et les forces animiques pour accomplir leur part. Les femmes, les hommes, les saints, les morts, les animaux, les plantes, les phénomènes de la nature et les éléments du paysage. Ils entrent tous dans un cycle de réciprocité et deviennent des véhicules d'échange d'énergie qui circulent partout, se reflètent dans les relations sociales et permet la reproduction culturelle. En d'autres termes, chaque personne et chaque chose transmet son énergie vitale à travers ce qu'elle offre et ce qu'elle reçoit, dans un échange constant de travail et de biens. De même pour les puissances du monde naturel, les déités, les saints et les morts sont inclus parce qu'ils travaillent pour que les vivants contribuent à leur tour à l'équilibre vital. Même les objets créent des relations et contribuent à l'énergie vitale qui circule dans la communauté et qui est appelée Chikawalisli, de sorte que, au-delà de les percevoir comme des marchandises, les biens matériels transmettent et contiennent des symbolismes susceptibles d'être transportés et d'apporter le soin, le bien-être
et tout ce qui est considéré comme précieux et qui a à voir avec les relations réciproques qui fluctuent entre Dieu et forces sacrées. Aujourd'hui, la base de l'organisation sociale des peuples de tradition autochtone n'est pas la richesse, ni l'extraction des ressources ou le pouvoir. Le critère qui les maintient soudés est au contraire les valeurs partagées de nature démocratique, où sont remises en question les us et coutumes, favorables ou non à la majorité. Le mode de subsistance et d'organisation sociale autochtone au Chiapas, à Oaxaca ou dans le Guerrero, par exemple, cultive la continuité historique et les valeurs fondamentales qui soutiennent les communautés autochtones. Le modèle économique ne repose pas sur l'extraction de ressources pour l'accaparement des profits par quelques-uns, ni sur l'accumulation d'argent. C'est plutôt le travail en faveur de la communauté qui permet la redistribution de l'énergie vitale, légitimée uniquement par le prestige construit en interne. La territorialité indigène d'origine historique n'a rien à voir avec l'espace global traversé par des forces économiques, industrielles et technologiques. Ainsi, par exemple, lorsque le maïs est traité comme une marchandise, il est détaché de son contexte culturel, religieux, social et rituel. Ou bien lorsqu'un site naturel est détruit, au milieu de son environnement sacré pour être exploité, la communauté entière est touchée, car elle est conçue comme faisant partie d'un tout naturel et social qui maintient le développement durable. Chapitre 7. Les peuples originaires 500 ans après. Avec la révolution industrielle, le charbon est devenu la principale source d'électricité. Puis surtout, au cours des dernières décennies, la combustion de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon a pollué l'air et dégradé le sol. L'humanité s'est engagée dans la destruction matérielle, culturelle et environnementale, par manque de connaissance et d'amour de la terre-mère et de tous les êtres vivants qui composent la planète. La crise environnementale qui nous frappe aujourd'hui comprend le changement climatique, la pollution de l'environnement et la perte de la biodiversité, qui se traduit par des sécheresses, des hausses de température, la déforestation et la déstabilisation des courants d'air et de la mer. Et tout cela constitue l'annonce de l'extermination anthropogénique. Le Mexique contient le salut parce que ses peuples autochtones sont disponibles pour sauver l'humanité et la terre. Le territoire mexicain est l'un des 12 pays mégadivers dans le monde. La diversité des paysages mexicains est représentée par la forme que prend le territoire mexicain à partir de la variabilité de ses sols, avec ses chaînes de montagnes, vallées et plateaux, zones désertiques et zones tropicales. Mais l'agrobiodiversité est le résultat de l'exploitation, de l'échange, de la bonne gestion, de l'innovation et de l'amélioration des ressources naturelles et des plantes arables, ce qui signifie qu'elle est culturellement créée. En d'autres termes, le patrimoine biologique et culturel du Mexique a été développé et conservé par les peuples autochtones grâce à la combinaison de leurs connaissances ancestrales, de leurs pratiques productives, de leurs croyances et de leurs relations concrètes et symboliques avec le monde naturel. La gestion efficace des paysages par les peuples originaires comprend la protection, l'entretien et la conservation des multiples écosystèmes mexicains. Dans leur communauté, quartier et dans la petite propriété, c'est-à-dire au niveau local, plusieurs stratégies sont créées pour répondre à leurs besoins. Mais ce n'est pas tout. En produisant des quantités modérées d'une grande variété de cultures et d'espèces,
dans différents sols écologiques et micro-habitats, cela rend service aux écosystèmes. Les agro-écosystèmes dans le monde indigène sont le résultat d'un type de culture qui se protège mutuellement. La polyculture, c'est la plantation d'un mélange de céréales ou d'espèces végétales dans le même champ ou dans la milpa. Elle permet un faible risque pour les systèmes agricoles, tout en formant des adaptations régionales avec une grande variété de biens naturels. Si l'on superpose les territoires agricoles et les localités indigènes sur les caractéristiques géographiques, nous avons une représentation de plus de 14% du territoire mexicain. De plus, la propriété sociale de leur peuple couvre plus de 77%. La première étape consiste à reconnaître la territorialisation ou organisation spatiale du Mexique pour comprendre l'importance et l'urgence de respecter sa gestion et sa conservation. Car ce sont précisément les sociétés autochtones qui coexistent avec la terre et l'eau dans un rapport de respect et de soin. La terre et l'eau forment le binôme fondamental de leur culture. Les éléments de la nature sont leurs alliés, et c'est pour cela qu'ils sont les vrais gardiens des écosystèmes, parce qu'ils comprennent que c'est le seul espace capable d'abriter l'humanité. Les peuples mexicains connaissent et prennent en charge la dynamique du cycle de l'eau, qui est aujourd'hui perturbée par l'exploitation et la mauvaise gestion faite par le pouvoir hégémonique et les mauvaises pratiques qui bouleversent la couverture végétale et érodent les sols. Les véritables gardiens de l'environnement sont les groupes traditionnels attachés à leur terre, parce qu'ils travaillent à la bonne collecte de l'eau, maintenant l'équilibre des écosystèmes. La corrélation qui existe au Mexique entre les habitants des langues autochtones et les territoires en tant qu'agents collecteurs d'eau est claire et démontrable. Leur territoire coïncide avec les espaces où se trouvent les bassins versants et où il y a des ruissellements, ou bien avec des régions hydrologiques qui forment des aquifères par infiltration et pour la capture dans les barrages. Entre les sources d'eau et les habitants autochtones, il n'y a pas de relation d'exploitation qui cause la dégradation de l'environnement. Mais il y a du soin, de l'amour et du respect, parce que c'est le foyer de tous les habitants de la planète. Réflexion finale. Les valeurs mondiales d'aujourd'hui sont les valeurs du capitalisme et de la science moderne. Mais les peuples indigènes mexicains de sagesse ancestrale offrent leur potentiel comme un nouveau paradigme civilisateur capable de sauver l'humanité. La Mésoamérique est l'avenir. Ses connaissances se transmettent et s'accumulent, et ses descendants sont vivants, tout comme sa mémoire historique. Les composantes de leur cosmovision prennent leurs racines dans l'époque préhispanique. Et bien que ces groupes aient intégré des formes et des aspects du monde moderne, ils sont encore régis par leur propre philosophie de vie, basée sur le respect de la nature et l'amour de tous les êtres vivants. Cette cosmovision du monde continue à s'exercer dans le travail paysan et dans l'organisation des communautés traditionnelles. Leurs pratiques sont encore communautaires et elles lient leur existence à la terre et aux éléments de leur environnement naturel. Elles reproduisent encore leurs croyances et leurs rituels, exprimés de manière multiculturelle. Les 7 millions de locuteurs de langues autochtones du Mexique sont un indicateur dont nous disposons pour reconnaître les peuples autochtones du Mexique. Il y a aussi les racines qui s'enfoncent dans le passé et qui sont encore conservées dans leurs principes organisateurs, ainsi que dans leur vision cosmologique et qui expliquent le monde naturel et social comme un tout intégré et comme le produit de la réciprocité et de la collaboration de tous les êtres vivants.
Mais les politiques publiques et privées en général sont homogénéisantes et finissent par s'imposer, aidées par les modèles éducatifs occidentaux. Ce qui est grave et dangereux, c'est qu'en déplaçant ou en détruisant les modes de vie alternatifs et durables, basés sur des cosmovisions, ces mesures conduisent à l'extinction de l'environnement. Elles s'attaquent aux communautés traditionnelles, mais aussi à tout le monde végétal et animal. La perte de leur autonomie et le manque de respect de leur vision du monde sapent l'habitabilité sur Terre et entraînent une menace existentielle. L'un des enseignements des peuples autochtones est leur préservation des visions cosmologiques multiples et des croyances polythéistes. Car l'ouverture et l'inclusion permettent de développer des formes de coexistence intégrant la différence, l'autre. La nature elle-même se conçoit alors comme un ensemble d'éléments contraires, mais complémentaires, qui maintiennent l'équilibre cosmique. Le monde est aimé et respecté dans sa diversité, et ne peut donc pas être considéré comme un produit à extraire et à consommer. Une partie de la difficulté pour la compréhension complète de ces visions cosmologiques de tradition ancestrale concerne la civilisation des individus, les capacités d'intégrer empathiquement l'autre, de construire des visions partagées du monde ont été perdues. D'où l'absence de reconnaissance législative et patrimoniale des sociétés autochtones. Aussi, le peu de respect et de compréhension de la vie rituelle des peuples représente l'attaque et l'effondrement de la sagesse ancestrale, qui cohabite et reproduit des significations par des actions symboliques. Celles-ci se répètent périodiquement à travers le temps. Sans le rituel, on perd le sens et la stabilité permettant d'habiter la terre et de célébrer la vie. Le monde indigène préhispanique et les sociétés traditionnelles d'aujourd'hui ne mettent pas l'argent au centre de leurs relations économiques. C'est la personne qui est honorée avec son travail et sa production, sans la séparer de son environnement et de sa mémoire historique. La forme dominante de mondialisation ne respecte pas les territoires sacrés. Elle n'a pas non plus intérêt à conserver la diversité et à respecter les temps millénaires des anciennes cultures du monde. Quand l'être humain perd sa racine, sa véritable place dans le monde, celle qui lui donne son identité et lui donne un sens, quand il oublie la terre-mère, alors il affecte l'ensemble de la planète. Le Mexique est le centre d'origine et de diversification du maïs. Les cosmovisions de ces peuples sont ordonnées, structurées et respectueuses de la nature, car elles comprennent que nous ne faisons qu'un et que nous sommes un tout, car elles comprennent que nous ne faisons qu'un et que nous sommes un tout. Cette planète est un corps vivant, tel que ces cultures le conçoivent. On ne peut pas affecter une partie sans en influencer le tout. Le patrimoine matériel et culturel, aussi tangible qu'immatériel, a besoin de reconnaissance, de promotion et de notre protection pour laisser fleurir ses valeurs et sa vision qui permettra de restituer les terres volées et détruites. L'adoption des valeurs spirituelles des peuples autochtones par les sociétés contemporaines sont le paradigme nécessaire pour le changement civilisationnel, pour le développement de l'humanité et pour la survie de l'espèce humaine, des animaux et des végétaux. Épilogue. Ce travail souhaite inviter au dialogue interne et susciter des réflexions en connaissance de cause, afin de lutter contre le dédain qui a prévalu sur les cultures anciennes du Mexique et les peuples de tradition autochtone, et de contribuer à la reconnaissance, le respect et la dignité nécessaires à cette grande partie du pays, souvent invisible ou méprisée. Bien que cet essai n'explicite pas l'application de la méthode ethnographique,
Les concepts contenus dans le texte sont le résultat d'une décennie d'études dans le cadre de l'anthropologie sociale à des fins de vulgarisation. Bibliographie minimale. Báez Jorge Félix, Debates en torno a lo sagrado, religión popular y hegemonía clerical en el México indígena. Biblioteca Universidad Veracruzana, 2011, México. Barabás M. Alicia. Territorialidad indígena en el México contemporáneo. En Chungara, Revista de Antropología Chilena, Universidad de Tarapacá, 2014, Chile. Barros, Cristina y Buenrostro Marco. Tlacualero, Alimentación y Cultura de los Antiguos Mexicanos. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Salvador Subirán, Secretaría de Salud, 2016, México. Bartolomé Miguel Alberto. Reflexiones sobre las identidades de los grupos étnicos. En Arqueología Mexicana, noviembre. Editorial Raíces, 2021, México. Boeg Eckhart. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas. INA, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010, México. Bonfil Batalla, Guillermo. El maíz. Fundamento de la cultura popular mexicana. Conaculta, 2012, México. Broda, Joana. Calendarios, cosmovisión y observación de la naturaleza. En temas mesoamericanos, Sonia Lombardo y Enrique Nalda. INA, Conaculta, 1996, México. Broda Joana y Catherine Good Eshelman. Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas. Los ritos agrícolas. INA, IIH, UNAM, 2004, México. Dehouve, Daniel. La realeza sagrada en México. Siglos XVI-XXI. Secretaría de Cultura, INA, El Colegio de Michoacán, SEMCA, 2016, México. Fernández Chrysler Federico. El petate y la jícara. Los estudios de paisaje cultural en México. Edición Hispanique, UNAM, 2020. Florescano Enrique. Quetzalcóatl y los mitos de fundación de Mesoamérica. Edición Taurus, 2012, México. Gámez Espinosa, Alejandra y Alfredo López Austín. Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías. El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, BUAP, México. García Martínez Bernardo. Tiempos y lugares. Antología de estudios sobre poblamiento, pueblos, ganadería y geografía en México. El Colegio de México, 2014, México. Jiménez Gilberto. Identidades sociales. Colección Intersecciones, Conaculta, 2009, México. Good Eshelman, Catherine y Corona de la Peña, Laura Elena. Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas. CONACYT, ENA, INA, Conaculta, 2011, México. Good Eshelman, Catherine y Alonso Bolaños, Marina. Unidad y diversidad en Mesoamérica. Debates antropológicos, etnográficos, históricos. Secretaría de Cultura, INA, 2019, México. Han Byung-chul. La desaparición de los rituales. Una topología del presente. Herder, 2020, Barcelona. Harvey David. Espacios del capitalismo global. Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. Ediciones Acal, 2021, España. Kirchhoff Paul. Escritos selectos. Carlos García Mora, Linda Manzanilla y Jesús Monjara Ruiz. UNAM IIA, 2002, México. López Caballero Paula. Indígenas de la Nación. Etnografía histórica de la alteridad en México. Milpa Alta. Siglos XVII-XIX. FCE, 2017, México. López Ostín Alfredo y López Luján Leonardo. El pasado indígena. El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1996, México. Medina Andrés, En las cuatro esquinas en el centro. Etnografía de la cosmovisión mesoamericana, 2004, México, UNAM IIA.
Medina Hernández, Andrés, Pueblos Antiguos, Ciudad Diversa, una definición etnográfica de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 2007, México. Mora Teresa, Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas Geográfico, Gobierno del Distrito Federal, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2008. Palerm Ángel y Eric Wolf. Agricultura y Civilización en Mesoamérica, CEP, 1972, México. Ramírez C. Elisa, Del Surco a la Troje, Mitos y textos sobre el maíz. Pluralia, UNAM, 2020, México. Rivera Carbó, Eulalia. Edición y presentación. Geografía y Paisaje, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 2022, México. Toledo Víctor M. Barrera Basol Narciso. La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria Editorial, 2009, Barcelona. Toledo Víctor M. Barrera Basol Narciso y Boeg Eckhart. ¿Qué es la diversidad biocultural? UNAM, 2019, México. Remerciements à mon amie Erika González pour m'avoir encouragée à écrire cet essai à caractère spirituel, mais sans perdre le substrat historique et anthropologique. À toutes et tous ceux qui m'ont aidé à lui donner forme en vue de son édition finale. À Maria Hortensia pour sa gestion depuis Cabo, à la grande écrivaine Susana Pagano pour son aide à l'édition, au traducteur Agustín Icholozin, à Norberto pour ses démarches depuis la ville de Mexico et à Diana Fabian pour ses précieux dessins. Enfin, j'aimerais dire merci au vent qui a provoqué le mouvement coordonné de tous les éléments permettant la réalisation de l'un de mes rêves. Le maguey, qui nous procure encore et toujours fibres, sucre et liquide, s'est adapté dans un milieu désertique et hostile et en a façonné le paysage. Les groupes autochtones s'en sont inspirés pour y réussir leur intégration. En suivant des modèles de conduite erronés, l'humanité désorientée avance vers un désastre écologique provoqué par ses propres actions et apparemment inévitable. Le cycle de la vie a été interrompu lorsque le charbon enfoui depuis des millénaires a été sorti de terre pour produire de l'électricité et a contaminé l'atmosphère. À l'instar de l'atome, qui en se cassant libère de l'énergie, mais détruit les êtres humains. Cependant, il existe des sociétés qui ont vécu tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, en harmonie avec la nature et les êtres qui l'habitent. C'est le cas des communautés indigènes mexicaines qui ont beaucoup à nous dire, car ce sont elles qui conservent les connaissances nécessaires pour revenir à la terre-mère. Raquel Uroz Canan, maître en histoire, docteur en anthropologie à la UNAM. Professeure des diverses institutions éducatives de Mexico et divulgatrice de l'histoire du Mexique et de ses cultures ancestrales. Créditos. Dirección: Aura Carolina Cervantes. Productor: Jorge González Torres. Diseño y animación: Diana Fabián. Asistente de dirección: Mariana Cervantes. Diseño sonoro: Pablo Márquez. Grabación: Pablo Márquez y Rey Coyote. Intérprete sonoro y musical: Pablo Márquez. Violín en capítulo 7, Ailén Yuseli González Juárez, de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Flauta y cots, Hugo Alberto Hidalgo Buenavista, de San Mateo del Mar, Oaxaca. Grabado en estudio Radio Comunalidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Estudio Santos Sonidos, Ciudad de México. Ingenieros: Emanuel Esquivel Ayala, Alan Olivares Martínez. Directores: Alejandro Orozco, Carla Castañeda,
Luis Fernando Orozco. Bruno Coronel. Estudio Machete Label, Puebla, Puebla. Ingeniero, Óscar Ramos Pérez. Foco Rojo Estudio, Oaxaca de Juárez. Ingeniero, Gilberto Vargas Maña. Estudio Neblina, Jalapa, Veracruz. Ingenieros, Aldo Emanuel Morales Carrasco. Jesús Eduardo Galicia Cadena. Enrique Wilmer. Caliente Records. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ingeniero, Fernando Jiménez González.